Peut-être que si je devais pour ma part résumer quelques éléments, j'entends bien finalement la force de la différence. C'est-à-dire on a effectivement du commun, mais ce qui va peut-être nous permettre d'avancer, c'est l'ensemble des différences qui vont nous enrichir, peut-être d'ailleurs la logique aussi de confrontation, qui est parfois fortement bénéfique. Mais ce que j'ai compris, c'est finalement qu'il s'agisse d'étudiants, de personnes isolées, de personnes, par exemple, en situation de handicap, peut-être même plus largement de personnes en réflexion sur des modes d'habiter. On sent que le Covid a été un moment particulier et qu'il a ouvert des pistes qu'Héral évoquait dans des situations d'isolement. On a vu que la cohabitation a été un facteur de renforcement du lien et de renforcement de la solidarité. Mais peut-être ce que j'ai retenu aussi d'essentiel, ce qui semble réunir l'ensemble de ces acteurs, c'est une sorte de vivre ensemble solidaire. La notion de solidarité m'est apparue importante. C'est à la fois la nécessité de répondre aux besoins de chacun. On a entendu les amener vers des solutions collectives, mais dans le respect de ce qu'elles sont tout à fait particulièrement. Et puis, je crois qu'il y a aussi cette vocation, elle a été sous-jacente, de renforcement, et Dieu sait si on en a besoin aujourd'hui, du lien social, du vivre ensemble, et peut-être de la capacité à inventer une société un peu meilleure, dans une logique, et je pense qu'elle est importante à répéter, effectivement, dans un modèle économique d'économie sociale. Et je crois que ça aussi, c'est relativement important. Je dirais que j'ai retenu 5 mots, moi, mixité, participation, coopération de l'ensemble des acteurs, la notion de libre choix aussi, et ça a été évoqué une seule fois, mais c'est essentiel, la prise en compte des enjeux de transition écologique, parce que c'est une des dimensions, effectivement, qui est particulièrement importante. Alors, être à l'écoute des besoins, ça nous a semblé, effectivement, être un élément important, parce que la diversité des situations fait que le danger serait de trop normer et de mettre tout le monde, j'allais dire, dans le même panier, être à l'écoute de chacun, de ce qu'il souhaite. Mais quand je dis de chacun, ce sont effectivement les citoyens concernés, mais je pense qu'il faut aussi les institutions, les associations, parce que les associations portent un regard sur les situations de territoire et sont des interfaces aussi avec les collectivités avec lesquelles elles travaillent. Et je pense qu'il y aura un enjeu, effectivement, aussi à renforcer peut-être le rôle de ces associations. On parle beaucoup des corps intermédiaires et peut-être que là, il y a un moment, un travail important à conduire. Mais c'est aussi peut-être, de manière plus générale, être à l'écoute des collectivités qui elles-mêmes sont confrontées, dans une commune, dans une métropole ou autre, qui sont confrontées à un certain nombre d'enjeux. Donc c'est un peu l'objet, c'est même l'objet de cette seconde table ronde, essayer d'écouter des acteurs sur quels sont leurs besoins, comment les expriment-ils et comment peut-on effectivement, à partir de ces besoins, enrichir les différences mais aussi créer du commun. Alors Joachim a commencé par une forme de cohabitation intergénérationnelle et j'ai à côté de moi Liliane. Bonjour Liliane. Alors, vous allez prendre le micro parce que vous avez une voix douce qu'on ne va pas entendre. Vous vous souvenez, on va le poser sur le menton. Vous allez voir, ça va très très bien fonctionner. Merci Liliane d'être avec nous. Vous avez à côté de vous Manon qui interviendra dans quelques instants et vous formez une sorte de petit duo de cohabitation conviviale, je crois, puisqu'on relève là d'une structure qui s'appelle le Paris solidaire, qu'a évoqué aussi Joachim. Peut-être 2 mots, Liliane, sur ce qui vous a amené à peut-être envisager cette solution. J'ai pris la décision pour ne pas être seule. Ne pas être seule, parce qu'effectivement, je crois, si je peux me permettre de le dire, vous avez perdu votre mari il y a 1 an ou 2. Oui, il y a 2 ans. D'accord. Du Covid. D'accord. Et donc, c'était d'abord pour vous la crainte de la solitude? Oui. C'était l'idée essentielle. C'est cela. D'accord. Pardonnez-moi, mais peut-être votre famille n'est pas proche? J'ai 2 grands-fils, mais qui sont en région parisienne, mais pas près de chez moi. Pas près de chez vous. Je rappelle que vous habitez à Chessy, si je ne me trompe Oui. pas. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, Liliane, dans votre démarche, c'est que vous vous êtes emparé d'Internet. Je dis ça parce qu'il y a des formes de représentation qui consistent à penser que parce qu'on est dans une situation de personnes âgées, Internet, c'est très très loin, mais vous êtes passé par Internet. Oui. Dites-nous un peu comment vous avez procédé. En regardant une émission à la télé, j'ai vu une dame âgée, peut-être plus âgée que moi, qui en parlait, qui était avec un jeune. Et je me suis dit, pourquoi pas?
je vais essayer de trouver. Alors j'ai été sur Internet voir et j'ai trouvé sur Facebook. Vous avez trouvé sur Facebook, d'accord. Oui. Ok. Et qu'est-ce qui vous a décidé finalement? Parce que c'était la première ou parce qu'elle elle vous semblait tout à fait fiable? Oui, ils avaient l'air de bien s'entendre. Alors vous parlez là du couple, du Oui, duo que vous du aviez duo observé à que la j'ai télé. vu, ils avaient l'air de très bien s'entendre. J'ai dit, moi je m'entends bien avec tout le monde. Alors j'ai pensé... Ce qui est peut-être d'ailleurs un élément important. Oui, Ok. peut-être. Je m'entends bien avec les jeunes. Je préfère quand même les jeunes aux vieux. D'accord, ok. Si je ne me trompe pas, Liliane, avant que Manon ne vous rejoigne, vous avez eu une expérience préalable ou pas avec une autre personne? Non, Elle a été c'est la la première. première fois. Je peux vous demander comment ça s'est passé, comment s'est passée la rencontre? Eh bien, elle m'a appelé, j'étais en vacances, et je lui ai dit, à la rentrée, on se voit, et ça s'est très bien passé. On a discuté comme si on se connaissait déjà. Et qu'est-ce qui a changé pour vous? La présence. C'est important cette notion de présence. Oui, la présence, même si elle travaille, elle n'est pas là avec moi toute la journée, mais je sais que le soir, j'ai quelqu'un. En plus, vous partagez le repas, je crois. Hein? Oui, Qui c'est qui fait quand on le peut. Qui c'est qui fait le repas? Ah non, chacune, on prépare parce qu'on n'a pas les mêmes... pas du tout, on ne mange pas la même chose. Chacune fait ses courses, chacune fait son repas, puis il y a le lave-vaisselle, on a tout ce qu'il faut. D'accord. Est-ce que je peux dire qu'il y a une bonne articulation entre finalement le respect de votre vie privée, de votre monde à vous, et l'espace de cohabitation? Complètement. C'est important pour vous? Oui, oui, parce que on s'entend très bien. On n'a jamais eu une parole pas gentille. Je ne sais pas comment le dire. Oui, vous n'avez eu que des paroles gentilles. Oui, voilà. D'accord. Toutes les deux. Je vous propose peut-être de passer le micro à Manon. Manon, peut-être avant de parler de votre parcours, comment vous réagissez au propos de Liliane? Est-ce que ça rentre bien tel que vous l'imaginez dans ce que peut être cette forme de vivre ensemble et de cohabitation? Ah oui, tout à fait. C'est vrai que tout de suite, on s'est vraiment très bien entendus. J'avais déjà eu une expérience avec une autre dame avant Liliane. Mais vraiment, avec Liliane, c'est... Alors, je vais être un petit peu malin. J'ai eu une expérience avant avec une autre dame qui posait quelques limites? Non, pas du tout. Ah, vraiment, pas du tout. c'est juste que avec Liliane, vraiment, on a les mêmes centres d'intérêt. Et du coup, la conversation vient très facilement. Alors que ça pouvait être un peu plus compliqué avec la personne précédente, mais on s'entendait quand même très, très bien. D'accord. Est-ce qu'on peut parler 30 secondes un petit peu de votre parcours? Si je me souviens bien, vous êtes iséroise. Hein? Tout à fait. Dites-nous un petit peu comment vous êtes parti de l'Isère et vous êtes arrivé, si j'ose dire, dans l'appartement de Liliane. Eh bien, en fait, c'était un gros changement de vie. J'ai décidé du jour au lendemain de partir sur la région parisienne. Et malheureusement, comme je n'avais pas de travail à ce moment-là, j'avais juste mon RSA, donc c'est un peu compliqué avec un RSA de trouver un logement sur Paris sans avoir de connaissances sur Paris en plus. Et j'ai une amie qui était déjà passée par le Paris solidaire et qui avait eu une très bonne expérience. Du coup, je l'ai recontactée à ce moment-là. Et voilà, et après tout s'est enchaîné et voilà. Donc en fait, vous êtes monté à Paris, comme on dit. Vous êtes Voilà, parti de la province et vous êtes monté à Paris. Tout à fait. Vous aviez une formation de quoi? Un diplôme de maquilleuse, hein, c'est ça? Oui, voilà, j'étais maquilleuse et je cherchais un travail sur Disneyland Paris. Et donc voilà. là, vous bossez à Disneyland Paris. Et maintenant, je travaille à Disneyland Paris. D'accord. Alors comment ça se vit, ça? Parce que, je peux le dire, Liliane me disait à un moment donné, ça se passe merveilleusement bien avec Manon, mais elle n'est pas suffisamment là. Non, mais c'est intéressant de se le dire aussi. Hein. Mais expliquez-nous, Manon, parce que c'est aussi lié à votre travail. Oui, malheureusement, mes horaires de travail sont très irréguliers. Je peux travailler un jour à 6h40 du matin, le lendemain à 10h, le lendemain à 14h. Donc, c'est très compliqué de trouver un rythme de travail. Et malheureusement, la plupart du temps, je dors.
Donc c'est vrai que nos moments partagés ensemble sont plutôt pendant les repas, parce que j'essaye d'avoir au moins un repas avec elle. Et de temps en temps, sur mes jours de repos, pouvoir passer une journée avec elle aussi. La semaine dernière, on est allé sur Paris. Donc voilà, On fait des choses ensemble. Voilà, tout à fait. Vous me disiez aussi que vous envisagiez, je pense, d'évoluer, mais quoi qu'il arrive, vous garderez le contact avec Liliane. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que du coup, je m'approche de mes 30 ans. J'ai toujours été en colocation ou en habitat, ou partager mon habitat. Et du coup, là, maintenant, je ressens le besoin d'avoir mon logement à moi. Et mes 2 cohabitations avec le Paris Solidaire m'ont permis de faire des économies, de faire beaucoup d'économies, et du coup de pouvoir trouver aussi maintenant un appartement sur la région sans trop me stresser par rapport au prix du logement. D'accord, donc on voit effectivement, lorsqu'on évoque les besoins, il faut être aussi assez pragmatique, il y a des besoins économiques. Peut-être un dernier élément, si vous voulez bien, vous me disiez, vraiment je suis arrivé à Paris, j'étais enfant unique et ça a été aussi une sorte, je peux le dire comme ça, d'école du partage? Oui, tout à fait, parce que arrivant sur la région parisienne, n'ayant aucune connaissance sur la région, le fait d'avoir quelqu'un sur place avec qui partager mon logement, mais aussi avec qui partager des expériences et ces expériences à elle me permettent d'avoir aussi une présence et même pour mes parents aussi de moins stresser parce qu'il y a quelqu'un sur place au cas où il se passe quelque chose. D'accord, donc là, on ressent aussi dans les 2 cas la fonction de sécurisation finalement mutuelle parce qu'on est ensemble. Tout à fait, tout à fait. Merci pour ce témoignage toutes les 2, c'est fantastique. Merci, ça nous a beaucoup permis d'avancer. On va passer peut-être le micro à Lalia d'abord, si vous voulez bien. Bonjour Lalia. Bonjour. Alors Lalia, elle est originaire du Havre. Tout à fait. Puisqu'on donne les origines. Originaire du Havre et elle est à la Fève. Donc peut-être, Lalia, nous raconter un peu votre parcours? Je suis actuellement en année de césure et durant mon année de césure, je fais un service civique au sein de l'association AFEV. J'ai fini mes études de licence d'anglais et l'année prochaine, je reprends sur un master. Du coup, j'ai voulu profiter de cette année pour faire un service civique et notamment trouver une colocation. Donc est-ce que j'entends 2 choses, hein. Il y a une logique peut-être aussi de volonté de s'engager, mais peut-être d'abord, pourquoi le choix de la colocation? Alors, du fait que je n'étais plus étudiante, je devais partir de mon Crous. Du coup, la colocation m'a paru comme une très bonne idée car je voulais vivre une première expérience de colocation. Et je pense que le moment des études est certainement le moment le plus opportun pour cette première expérience de colocation. Et de plus, forcément le prix. Comme je n'étais plus étudiante, je n'avais plus de bourse. Comme du coup, c'était un peu incertain en termes financiers. Une colocation m'a paru être l'idée la plus jouable, tout simplement. Et du coup, je suis tombée, j'anticipe peut-être une autre question, du coup, je suis tombée sur une annonce pour une colocation au sein de, du coup, une CAPS. Je ne connaissais pas du tout. Du tout. Même si j'avais vu des affiches traîner à l'université du Havre, je ne savais pas du tout en quoi ça consistait. Et du coup, je me suis un petit peu renseignée sur ces colocations-là. Et le prix m'a tout de suite, bien intéressée. Et en plus du fait que c'était une colocation qui était meublée. Donc, j'avais pas de meubles. Du fait que j'étais dans un Crous qui était meublé, donc je n'avais pas de meubles. Donc, ça aussi, ça s'est rentré en ligne de compte. Et voilà. Et tout ce qu'ensuite proposent les CAPS en plus. Alors, peut-être nous dire 2 mots quand même sur les CAPS, oui. qu'on sorte de l'acronyme. CAPS, colocation à projet solidaire, colocation avec un K. Donc, ça consiste à rentrer dans une colocation et à s'engager à faire 2 heures de mentorat plus des actions dans le quartier auprès des habitants. Chose que du coup, j'ai pu faire
j'ai pu faire depuis octobre. Depuis octobre. Alors, Ouais. deux aspects, justement, peut-être. Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce que vous avez appris de cette vie en commun de la colocation? Et ce qui est peut-être intéressant aussi, c'est son inscription dans le territoire, puisqu'on travaille aussi dans un quartier. Hein. Oui, alors du coup, c'était ma première expérience en colocation, du coup, comme j'avais dit. Je suis moi aussi enfant unique. Du coup, j'ai dû apprendre à partager mon espace. En soi, les problèmes récurrents des colocations, donc le ménage, inviter des amis, etc., ça n'a pas vraiment posé de problème car on s'est tout de suite mis toutes d'accord sur comment le ménage allait être fait, comment on allait s'organiser pour pouvoir avoir des gens dans l'appartement. Donc pour le coup, on s'est très vite bien entendu. Je suis quand même assez bien tombée, mais je pense que c'est aussi parce qu'il y a un travail en amont sur le binomage. Ça veut dire qu'on travaille en avant sur la constitution du binôme. Oui, Il c'est y a ça, une tout à période fait. exploratoire. C'est ça, oui. Il y a des petits entretiens juste avant, donc du coup, généralement, on essaye de faire en sorte à matcher en fait les personnes. Et du coup, ça a bien matché. Et voilà, donc c'était une expérience, c'est toujours du coup une expérience qui est très bonne avec mes colocataires et aussi avec mes voisins. Alors voilà, c'est une question intéressante que j'aurais pu d'ailleurs poser aussi à Liliane et à Manon. Il y a effectivement la colocation en tant que telle, mais elle s'inscrit aussi dans son environnement. Comment ça se passe avec les voisins pour vous? Et puis vous nous direz peut-être, Manon et Liliane. Avec les actions qu'on a pu mener dans le quartier, notamment une distribution de soupe, j'ai pu du coup me lier un peu plus avec mes voisins. J'ai pu même rentrer dans le groupe Facebook de l'immeuble. Ça parle beaucoup, c'est très actif dessus. Et mes voisins, je les connais à peu près tous. Ma voisine notamment, qui est ma voisine de palier, avec qui on a déjà mangé ensemble. On s'entend très très bien. Non, c'est une très très bonne expérience. Et être avec les gens, les habitants, les voisins, les actions, tout ça, c'est des gens qui en plus ont envie de ces actions-là. Donc c'est une bonne expérience. On retrouve ces enjeux de créer du lien social et d'inscrire aussi effectivement son lieu dans un espace un peu plus large. Est-ce que c'est votre cas Alors nous, c'est marrant parce que c'est vraiment l'opposé. Alors nous, malheureusement, à Chessy, c'est on a aussi beaucoup d'Airbnb. Et en fait, les voisins, on ne les connaît pas. On les voit très rarement. Et du coup, vraiment, il n'y a aucun lien avec les voisins dans l'immeuble, rien du tout. Vraiment, on se croise et c'est tout. D'accord, donc ça reste essentiellement finalement un processus qui se joue entre vous. Juste entre nous, voilà. Malheureusement, il n'y a pas de lien ailleurs, quoi. Ok, merci pour ce témoignage aussi, Laila. Madame Guerchou, Nathalie, si vous voulez bien. Alors, peut-être vous présenter d'abord le cas dans lequel vous intervenez. Et j'aimerais que, avant de rentrer dans le cas qui est spécifiquement le vôtre, vous ayez peut-être une première réaction par rapport à ce que vous avez entendu. Qu'est-ce que ça évoque, puisque vous représentez une association et un mouvement? Mais déjà, vous dire que je suis ravie que cela fonctionne. Puisque effectivement le modèle de colocation évolue, le modèle de colocation n'est pas figé et mérite de grandir encore. Et voilà, donc pour cette première réaction. Première réaction à chaud. Dans votre cas, donc vous représentez, je crois, un projet d'habitat inclusif. Hein? Absolument. Donc, je suis directrice de Solidaires d'Aveyron, donc un département qui s'intéresse effectivement aussi à des problématiques locales, et notamment donc un habitat inclusif, un habitat partagé qui a fait l'objet donc d'une initiative locale en milieu rural et qui est tournée vers l'autisme, puisque nous avons effectivement travaillé à l'observation d'un groupe de parents qui a voulu effectivement se monter en modèle associatif, loi 1901, des parents qui ont été effectivement confrontés à de jeunes adultes autistes et qu'ils voulaient bien évidemment voir évoluer, intégrer à la société, actifs,
le tout dans la dignité et dans un habitat aussi choisi, puisque les jeunes adultes avaient aussi et ont toujours un projet de vie construit et particulièrement volontaire. Est-ce que ça veut dire que le premier point, dans ce que j'entends, hein, vous me dites si j'ai bien compris, il va y avoir déjà une première situation qui est une forme de décohabitation, c'est-à-dire finalement de permettre à l'enfant de quitter son environnement immédiat pour aller vers une solution, une forme d'autonomie en fonction de ses possibilités. Alors, vous vous doutez que c'est un projet familial qui est choisi, co-construit, évidemment, en famille d'abord, puisqu'il ne s'agit pas de se séparer de l'enfant, puisque les enfants ont le loisir chaque week-end et autant que de besoin de revenir à domicile. Et les parents viennent également, dans ce nouveau domicile, voir évoluer leurs enfants. Donc il ne s'agit pas d'une séparation, d'une rupture au sens de la rupture, mais bien d'un vrai projet de vie qui d'ailleurs ne connaît pas d'échec. Pour le montage que j'ai pu donc rencontrer, que je connais encore puisqu'il existe, à Sébazac Concourès, pour ne pas nommer la commune, qui fonctionne très bien. Et donc c'est un fonctionnement donc d'habitat qui ne connaît pas d'échec, un peu plus représenté par des jeunes hommes adultes que des femmes. Mais voilà la population qui a été accueillie. Et donc ce sont 7 personnes qui sont aujourd'hui accueillies donc dans cet habitat partagé. Qui a donc été monté par une volonté, je le répète, très associative, puisque les parents se sont constitués en association, avant de mettre en place un cadrage institutionnel un peu nouveau, puisqu'il a fallu sortir des sentiers battus pour co-construire cette réalité qui marche bien, et on en est fiers. On y reviendra dans quelques instants sur ce processus de construction. Je voudrais continuer avec vous. Voir un petit peu, il y a un premier travail qui est important pour vous, et on l'a entendu dans les présentations de tout à l'heure, c'est accompagner la personne. Et vous me disiez, lorsqu'on a échangé, travailler à son besoin. Vous avez travaillé aux besoins de cette jeune personne que vous avez accompagnée. Vous avez travaillé aussi avec la famille. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors, avant effectivement de répondre à un modèle de construction nouvelle pour un habitat choisi et qui réponde aux besoins des personnes, l'objet central, c'était bien le service à domicile. Puisque la question, et vous vous en doutez, quid du devenir des jeunes adultes de façon aussi digne que possible, évolutive et non pas sclérosante pour les jeunes adultes, et ouverte sur la cité, et permettre aussi aux parents de poursuivre leur vie professionnelle lorsqu'ils en ont une, leur activité en propre, et conserver cet équilibre dans la cellule familiale. Donc le service à domicile devait prendre son élan avec des modèles revisités aussi de services à domicile pour permettre, en partant du droit commun, d'aller plus avant sur justement comment faire pour que l'activité de chacun soit reconnue et puisse conserver cet équilibre choisi. Et donc, ce travail a ensuite, si j'ai bien compris, présidé à la création d'une association qui s'est donné un cadre, et vous l'évoquiez tout à l'heure, qui a dû effectivement aller vers sortir un petit peu de ce que vous appelez le cadre commun. Je n'ai pas le terme exact, c'est ça, hein ? Absolument. Donc l'idée effectivement était de travailler avant l'aide à la vie partagée, qui connaît son cadrage avec l'habitat inclusif et une mesure beaucoup plus nette à partir de 2021. Cette association qui s'est montée avec les parents d'élèves en 2010 a vu naître ce projet entre 2015 et 2018, puisque la livraison d'un habitat neuf, donc un bail à construction, a été créé avec Solia, en partenariat avec la mairie, pour permettre cette construction d'une grande maison qui donc permet de faire vivre cette personne, avec aussi un accompagnement dédié, spécifique, des éducateurs spécialisés qui participent au quotidien toute la semaine à accompagner les personnes, qui permettent d'accompagner les activités dont certains jeunes adultes ont des activités professionnelles ou des activités bénévoles, remarquées et remarquables, et remplies dans l'ensemble donc de façon assez fluide toute la semaine et de façon très naturelle. Donc l'idée était effectivement de se rapprocher bien sûr du droit commun avant toute chose. Est-ce que le droit commun allait répondre à l'accompagnement à domicile ? Est-ce que le droit commun allait répondre au logement
dit social, puisque Solia a aussi pour vocation de travailler auprès des ménages fragiles, vulnérables et parfois modestes. Alors, c'est un point qu'on va évoquer dans la seconde table ronde, mais à ce stade, vous posez la question, qu'est-ce que vous avez observé? Je veux dire, je vous ai entendu dire tout à l'heure, on est sur une expérience qui fonctionne super bien, dans son cadre, dans son contexte, mais on l'a dit, c'est un des éléments de débat relativement importants. Elle interpelle le droit commun, vous venez effectivement de l'évoquer, elle suppose peut-être, et ça nous intéressera peut-être d'y revenir dans un second temps, elle interpelle peut-être justement les limites de ce droit commun. Où est-ce que vous en êtes dans l'observation de ce que vous êtes en train de faire et où est-ce qu'on pourrait peut-être ouvrir des pistes un peu nouvelles? Le projet qui a été tenu de toutes leurs mains par les parents d'élèves a fait effectivement, a créé des interrogations et notamment les parents ne voulaient pas pour leurs enfants, parce que les enfants n'en voulaient pas, ces jeunes adultes dont on parle, d'un foyer, résidence, ne voulaient pas d'un modèle institutionnel qui ressemble à ce que nous connaissons assez régulièrement sous forme de placement. Donc il ne s'agit pas d'un placement, il s'agit bien d'avoir un habitat personnalisé, privé, et qui réponde en tout point aux préoccupations d'abord du jeune adulte, qui a des préoccupations et qui les revendique, et aux préoccupations des parents, puisque les parents sont aussi des personnes qui prennent de l'âge, tout comme les personnes jeunes adultes accueillies dans cet ensemble, cette petite unité de vie. Et c'est une question de fond aussi. Quel est le devenir de ces jeunes adultes dans le temps? Je me dis, est-ce qu'il y a un travail aussi dans votre mission avec ses parents? Parce que finalement, j'évoquais tout à l'heure cette logique de cohabitation et on sait souvent que sur des situations de handicap telles que celle-ci, il y a une forme de surprotection de la famille. Donc j'imagine qu'il doit y avoir un travail sur peut-être la prise d'autonomie aussi des familles. Non? Alors les familles ont exprimé, et j'ai trouvé ça très élégant de leur part d'ailleurs, elles sont 7 familles concernées par 7 jeunes adultes, ont exprimé la volonté justement de ne pas traiter à leur place leur projet de vie. Et c'est bien l'occasion de leur laisser leur autonomie. Et puisque nous y sommes, parlons donc de l'autonomie. L'autonomie qui n'est pas relative, l'autonomie qui est nette et claire, puisque ce sont les jeunes adultes qui décident de revenir à domicile chez leurs parents ou de partir en vacances sans leurs parents d'ailleurs. Donc j'ai trouvé ça plutôt très intéressant. L'accompagnement social, sur ce modèle-là, ce qui n'est pas tous les modèles que nous connaissons chez Solia, l'accompagnement à domicile n'est pas mené par Solia. Il est permis grâce au modèle de construction que nous avons mis en place chez Solia, dans le cadre du bail à construction, sur 45 ans, puisque nous avons bénéficié grâce à la commune donc d'un terrain, d'un espace foncier, d'une emprise foncière, permettant de construire une maison neuve dédiée avec l'accueil donc des professionnels de l'accompagnement, des éducateurs spécialisés, d'un veilleur de nuit aussi, qui permet de participer à sécuriser l'ensemble, et bien entendu d'un petit espace commun qui permet de prendre les repas en commun lorsque les jeunes adultes le souhaitent, puisque nous rappelons que dans un habitat privatif, dans leur chambre, dans leur grande chambre, nous avons également la possibilité avec des petites kitchenettes de prendre son repas si nous ne souhaitons pas participer en commun au repas. J'observe, et ce sera sans doute ma dernière question pour l'instant. Alors on n'a pas beaucoup de questions qui nous viennent, d'ailleurs ni de vous qui êtes derrière vos écrans. N'hésitez pas, on essaiera d'en prendre le maximum, mais là pour l'instant, on est un petit peu pauvre, on a besoin de vous là, dans ce domaine-là. Un dernier point que je voulais évoquer avec vous, Nathalie, c'est ce rapport à la collectivité. Vous dites la collectivité finalement a mis à notre disposition un terrain. Il y a un élément qui me semble important, c'est qu'elle a été à sa place, juste à sa place, pas trop à sa place. Enfin, pas plus loin que sa place, je veux dire. Vous voyez, elle n'a pas outrepassé peut-être ce qui pourrait être ses obligations en matière d'urbanisme, par exemple. La commune répond évidemment aux besoins de ses citoyens, de ses administrés. Et justement, c'était l'occasion de mettre en place ce qu'on nomme le pluridisciplinaire, puisque chacun ayant sa place dans un projet comme celui-ci, il nous fallait un bâtisseur autour de l'action sociale. Nous avons trouvé un bâtisseur, Solia, autour de l'action sociale, et il nous fallait aussi pouvoir travailler avec l'institution.
le conseil départemental y est représenté, l'ARS y est représenté, et bien entendu, dans ce modèle de projet de vie, de projet nouveau, assez novateur, nous avons une évaluation permanente et régulière chaque année, par 2 fois dans l'année, pour observer à la fois le fonctionnement et surtout le devenir de ces jeunes autistes. C'est ça, oui. On capitalise sur les réussites et on prévoit la suite. Absolument. Merci vraiment Nathalie pour ce témoignage très très riche. Je crois qu'il nous éclaire pas mal sur cette notion de besoin, parce qu'on a parfois peut-être une vision un peu réduite, et je crois que vous avez assez bien parcouru le champ des partenaires, des acteurs qui interviennent et de ce que peut être l'expression de leurs besoins. Je vous propose peut-être de continuer, mais là on va se déplacer, on va aller rejoindre Pascale Bourgezeau, qui est avec Annie Leroux, qui sont coprésidentes d'une association qui s'appelle À l'âge, et qui ont, j'allais dire, un slogan qui s'intitulerait « Un chemin pour un habité innovant dans l'âge ». Alors, on va commencer par vous, Pascale. Bonjour Pascale, bonjour Annie. Bonjour. Voilà, Annie, voilà, il va falloir que vous mettiez votre micro. Merci. Pascale, peut-être présentez-nous rapidement, si vous le voulez bien, À l'âge. Oui, volontiers. Bonjour à toutes et à tous. Donc, À l'âge est une association qui développe et soutient les démarches d'innovation sociale au croisement de l'habiter et du vieillir. À l'âge a été créée en 2014. Elle a été cofondée par Annie, qui est là, et qui vient des mouvements féministes. Un autre militant associatif qui vient des réseaux de l'habitat participatif. Et la troisième cofondatrice est chercheure universitaire et sociologue. Alors, la philosophie de À l'âge depuis sa création, c'est essentiellement de construire une expertise collective en croisant les savoirs expérientiels, c'est-à-dire nos savoirs de citoyens, citoyennes, et les savoirs académiques. Bon, évidemment, contribuer au débat public fait partie aussi de notre raison d'être. Mais nous voulons aussi un réseau de ressources. Et depuis des années, nous rencontrons et nous mettons en lien des femmes et des hommes qui s'interrogent et réfléchissent sur ces sujets-là. Nous organisons également des voyages d'études collectifs et qui nous ont permis d'aller à la rencontre d'expériences très, très inspirantes en Europe. Et nous avons l'ambition, en fait, de participer à un réseau d'acteurs de l'habitat innovant qui prend en compte donc le vieillissement des personnes dans ces habitats alternatifs. Vieillissement des personnes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soins, et on s'interroge même sur la façon de vivre dans ces habitats, même en étant atteint de troubles cognitifs. Bon, si vous voulez, on parle beaucoup d'innovation sociale. Moi, je voudrais rappeler un petit peu quelle en est la définition. Bon, c'est une réponse nouvelle à des besoins sociaux qui ne sont pas satisfaits et qui implique surtout une co-construction entre les personnes concernées, mais aussi des acteurs institutionnels ou des professionnels. Et tout ça, bien évidemment, dans le cadre d'un travail collaboratif. Je voudrais juste apporter une petite note parce que pour nous, c'est important. Dans le cadre de tous les liens que nous avons tissés, de tout ce que nous avons observé, on aime bien dire que chaque nouvelle expérimentation enrichit la réponse aux besoins, hein, mais ça n'a pas forcément valeur de reproduction. Et ça, c'est peut-être un petit clin d'œil à la table ronde suivante. Effectivement, chaque cas est un cas tout à fait particulier. Pour ma part, je rappelle souvent que ce que nous disent les Québécois, ce qu'il faut généraliser, c'est l'expérimentation. C'est donc une sorte, effectivement, de démarche. Alors, je crois que cette réflexion, cette vision, vous l'appuyez, vous l'avez dit, il y a un certain nombre de partenaires qui sont des chercheurs sur un travail de recherche. Peut-être pouvez-vous nous dire très brièvement, parce que j'ai regardé le dossier, il est assez complet, nous dire quelques mots sur Rhapsodia. Alors, effectivement, dans le cadre des outils au service de l'innovation sociale, nous, on se tourne assez facilement vers la recherche. Et nous pilotons donc depuis 2019 une recherche qui s'appelle Rhapsodia. Alors, c'est un acronyme qui veut dire recherche, action participative, solidarité, innovation dans l'âge. Voilà.
Donc, ça regroupe des chercheurs universitaires, mais aussi des chercheurs associatifs, et puis des personnes concernées, soit parce qu'elles habitent dans des habitats participatifs, soit parce que leur collectif porte un projet. Alors, on a dit que cette recherche était participative parce qu'elle est co-construite par toutes les parties prenantes, hein, les 3 parties prenantes dont on vient de parler. Dans le cahier des charges, il y avait une problématique de départ qui était énoncée, et dans notre cas, il s'agissait de cette question, penser l'autonomie par l'entraide jusqu'où? Et cette problématique, en fait, elle a été déclinée sur 6 terrains de recherche que nous avons recrutés à travers la France. Donc, chaque terrain a développé en co-construction ses propres méthodes de recherche, qu'elles soient très académiques ou moins conventionnelles. Donc, on a fait beaucoup de choses. On a fait des entretiens individuels, collectifs. On a utilisé des méthodes de type carte mentale, arpentage de texte, etc. On a fait évoluer cette recherche pendant le temps de pandémie, ce qui nous a obligés à être aussi très, très inventifs pour pouvoir rester en lien et continuer à fonctionner. Je vous ai parlé tout à l'heure des voyages d'études que nous aimons bien organiser. Et là, dans le cadre de Rhapsodia, nous en avons fait aussi. Nous sommes allés à Hambourg, à Göttingen en Allemagne, à Bruxelles et à Londres. Et nous avons rencontré donc des gens qui nous ont présenté leur façon de penser l'habiter et le vieillir. Donc, dans recherche-action participative, je vous ai parlé, donc, on a parlé de la recherche, de la participation. L'action, c'est quoi? C'est parce qu'une RAP, c'est comme ça qu'en termes d'acronyme que l'on parle, une RAP porte en elle aussi une promesse de transformation par l'action et l'expérimentation. Et c'est ça qui nous intéresse énormément dans cette façon de faire de la recherche. Le volet action, donc, dans le cadre de Rhapsodia, il a pu se réaliser plus ou moins selon les terrains. Mais ce qu'on peut témoigner, et ça c'est très très fort, c'est que tous les collectifs concernés ont profondément évolué pendant cette recherche. Et ils ont vraiment vécu une transformation. Et ça, c'est vraiment de l'innovation. Un élément relativement important, c'est-à-dire qu'on a le sentiment dans ce que vous évoquez que finalement le processus est aussi intéressant que les résultats qui s'additionnent au fur et à mesure qu'on est dans l'action recherche. C'est ce que vous nous dites, Pascal. Tout à fait, tout à fait. Mais les résultats sont importants aussi. Question, parce que lorsqu'on a préparé, j'étais assez intéressé parce que vous me disiez, vous êtes allé à Hambourg. Je crois que c'est Hambourg qui vous a beaucoup marqué. Et très très souvent, lorsque on parle d'expérimentation, on parle d'action, on va voir ailleurs ce qui se passe. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, et peut-être que Marc pourra nous en dire quelques petites choses, est-ce que ce qui se passe ailleurs est systématiquement reproductible chez nous? Question, Pascal? Oui, oui, oui. Alors, est-ce que c'est reproductible? Alors, à l'identique, je dirais, ce n'est pas forcément la question. C'est forcément inspirant. Donc, ce qu'on peut faire, c'est avoir un panel d'expériences que nous connaissons bien, dont nous pouvons expliquer le cheminement et les actions, et puis voir comment, sur nos terrains à nous, on peut s'en saisir. Parce que c'est au groupe, c'est au collectif, c'est aux associations, c'est à tous ces acteurs de se saisir de ça. Venir reproduire à l'identique, sincèrement, je n'y crois pas. Peut-être poser la question maintenant à Annie, justement. Quels enseignements avez-vous tiré ou tirez-vous actuellement de ce travail et peut-être quelles perspectives il vous offre? Alors, les enseignements qu'on retire de ce travail sont multiples. Mais à ce stade de la recherche qui n'est pas terminée, nous n'avons pas encore fini d'exploiter toutes les données que nous avons, mais à ce stade de la recherche, nous avons choisi de vous présenter aujourd'hui 3 points qui pour nous sont fondamentaux et que nous avons formulés dans un document que nous avons intitulé, excusez-moi, Résumé à l'intention des décideurs. Et c'est ces 3 enseignements que je vais vous présenter, des enseignements qui ne sont pas directement des résultats précis de la recherche, mais des lignes, effectivement, des perspectives.
Alors tout d'abord, le premier enseignement, celui qui nous a presque sauté à la figure, on va dire ça comme ça, il est urgent de travailler à la déconstruction des représentations sociales de la vieillesse et de comprendre l'impact qu'elles ont sur celle de l'autonomie et de l'entraide. La centaine d'entretiens faits dans le cadre de Rhapsodia, qui a, comme l'a dit Pascal, comme problématique, penser l'autonomie par l'entraide dans la vieillesse jusqu'où, dont les entretiens individuels et collectifs qui ont été faits sur ces mots de la recherche, vieillesse, autonomie et entraide, de cette centaine d'entretiens se dégage un discours marqué par des représentations négatives, on peut même dire agistes et très individualistes. Alors, ce sont des représentations qui sont véhiculées en grande partie par les politiques publiques dédiées, c'est important de le dire, qui instituent l'idée de la vieillesse-dépendance, à laquelle peu d'entre nous échappent et qui conduit directement à l'EHPAD, comme si c'était notre destin, même si les chiffres montrent une réalité très différente. Hein. C'est 8% des plus de 60 ans, plus 15% des plus de 80, etc. Bon. Donc, autrement dit, la vieillesse fait peur tant elle est assimilée à la perte d'autonomie, autonomie, elle, associée à la liberté, au pouvoir de faire seul, sans aucun besoin des autres. Cette conception de l'autonomie est aussi confortée dans le discours des politiques publiques par l'injonction au bien vieillir, qui n'est rien d'autre que la promotion d'une vieillesse réussie où la préservation d'une autonomie individuelle supposée serait du ressort et de la responsabilité de chacun et de chacune. Voilà. À partir de là, l'entraide peine à être imaginée et ses limites sont vite posées. Alors, c'est des représentations qui peuvent être désespérantes dans la mesure où on a bien vu qu'elles entravent l'imaginaire et l'action des personnes concernées, qui doivent parvenir à s'en échapper pour pouvoir inventer et expérimenter d'autres façons de vieillir. Ne vous inquiétez pas, c'est possible. Et ces autres façons de vieillir, elles passent par d'autres façons d'habiter qui s'appuient sur une vision d'une autonomie collective et le développement de ces pratiques solidaires et vont de pair avec une acceptation de nos vulnérabilités et de nos interdépendances. C'est ce travail qu'on a mené tout au long de la recherche action participative Rhapsodia. Un travail donc très très important de déconstruction d'abord. Très important, c'est la base, on va dire ça comme ça. Ensuite, je vais arriver au deuxième point, les personnes concernées font partie de la solution. Bon, sur ce point, la recherche n'a fait que conforter ce que nous défendions déjà. Et ce que beaucoup d'entre nous. Voilà. Oui. Les vieilles et les vieux ne font pas partie du problème, comme il est dit, répété et répété, mais de la solution. C'est particulièrement vrai pour les vieilles et les vieux. Ils sont toujours un problème quelque part. La recherche a permis à ces acteurs et à ces actrices de s'approprier en profondeur et de poser les problèmes qu'il et elle avaient besoin de traiter, ce qui est important puisque souvent c'est d'autres qui définissent vos besoins, des besoins supposés aussi, et auxquels on va répondre sans vous demander si c'est bien ça. Et ce qui a permis de construire une expertise où leur expérience collective et personnelle a pris place afin d'inventer des solutions originales. Donc, c'est vraiment les concernés, les personnes concernées qu'on doit amener ou qui doivent avoir la possibilité d'exprimer elles-mêmes leurs besoins, individuels et collectifs. Les deux moments sont importants. Donc, il est donc fondamental, je continue, de co-construire avec toutes les citoyennes une société qui ne laisse personne sur le bord du chemin. Cela implique, comme l'a dit Pascal, le pourquoi aussi de notre voyage d'études en Allemagne et en Hambourg particulièrement, celles et ceux qui ont un besoin permanent d'aide et de soins, dont celles et ceux qui vivent avec des troubles cognitifs. Et pour finir, troisième point,
On ne peut plus parler de la vieillesse, mais des vieillesses. Les personnes vieillissantes ont des besoins et des moyens, entre autres financiers, c'est aussi une question de justice sociale, ont des besoins et des moyens très divers, aussi en termes d'habiter. Des besoins aussi qui évoluent avec l'avancée en âge. Cependant, la majorité de ces personnes souhaitent vieillir dans son environnement habituel. Pour y répondre, il est fondamental de penser l'autonomie par l'entraide dans un espace de cohabitation de proximité dont le périmètre se définit selon la particularité des territoires, urbains, périurbains, ruraux. Cela ne peut se faire qu'au travers de politiques publiques volontaristes qui développent une diversité de nouvelles façons d'habiter et promeuvent et soutiennent les pratiques de solidarité en collaboration avec tous les acteurs locaux, collectivités, services d'aide et de soins, bailleurs, commerçants, mais en premier lieu avec les habitants et les habitantes et les associations impliquées. Ceci afin de répondre aux besoins exprimés dans le respect de l'autodétermination de chacun et chacune. Voilà pour Merci. les perspectives qu'ouvre cette recherche. Ok, merci. Je continue avec, voilà, On a vous plus vouliez beaucoup de me temps, poser Annie, une parce question. que vous avez été très riche dans vos propos. Mais je voudrais Rapidement, un s'il petit vous mot de la plaît. fin quand même, c'est pas possible ou j'ai dépassé? Non. Rapidement. Voilà. Allez, encore une minute, Annie. Au cours de cette recherche, nous avons porté attention à nos vulnérabilités et à nos interdépendances. Nous en avons pris conscience, mesuré l'importance d'en prendre soin. Parce que c'est en tenant compte de nos vulnérabilités et de nos interdépendances que nous franchirons le pas vers l'autonomie collective en imaginant et trouvant les réponses qui seront au plus près des besoins de chacune, tout en étant au service du bien commun dans un souci de justice sociale. Tout un programme politique. Nous avons aussi compris qu'il fallait porter attention aux mots. En choisissant les nôtres, comme l'a dit Pascal aussi, avoir besoin d'aide et de soins au lieu de dépendance, à l'instar d'autres pays européens, dont l'Allemagne, la Belgique, l'Angleterre, et en refusant d'autres, comme bien vieillir, vous l'avez bien compris, que je le refuse, injonction agiste infantilisant, donc agiste, en inventer si nécessaire, parce que les mots sont des départs de flammes pour penser et agir autrement. Comme le dit si bien le jeune Annie, je vais devoir vous philosophe interrompre. Baptiste Morisot. Voilà. Je vais devoir Merci vous beaucoup interrompre, de m'avoir Annie. écouté. Non, je suis désolé, Annie, merci. Je vais devoir vous interrompre parce que d'abord, on va vous applaudir. Merci. Les gens qui sont ici sont ravis. Alors, il y a plein d'éléments structurants d'un plaidoyer là, dans ce que vous venez d'évoquer. Et justement, j'ai une question. Annie, tout ce que vous venez d'évoquer, là, je crois que c'est le produit de votre travail de recherche. Et on me demande, alors là, je vous demande en 10 secondes, pas plus, où est-ce qu'on peut trouver toute cette richesse de documents? Oh, il faut venir parler avec nous. Il faut, pardon? Vous en trouverez sur le site de Hala, je pense, Pascal, on peut le dire. Hein. Mais je voulais quand même ajouter que derrière tout ça, il y a la grande question quel avenir pour les vieillesses et derrière ça, dans quelle société voulons-nous vivre, comme l'ont dit d'autres personnes avant moi. Très bien. Merci, merci Annie, merci Pascal pour cette présentation très complète, dont d'ailleurs certains éléments pourraient s'appliquer à d'autres populations. J'entendais, on parle des vieillesses, on a évoqué la question des jeunesses, donc il y a une vraie question effectivement qui est récurrente. Il y a peut-être celle de la question du vocabulaire, effectivement, qui est finalement porteur de sens beaucoup plus qu'on ne peut l'imaginer. Alors on va se tourner maintenant vers Alexis. Bonjour Alexis, merci de nous avoir rejoints. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'IEP de Rennes et que vous avez mené un travail de recherche. Alors, c'est intéressant, on est sur une typologie de population. Vous avez travaillé sur une autre population. Vous nous recontextualisez rapidement, parce qu'on a pris un petit peu de retard, donc je compte sur vous. J'essaierai d'être voilà, merci, cher dense et riche à la fois. Je n'en doute pas. Donc, je suis maître de conférence en géographie et ça fait maintenant presque 15 ans que je travaille sur les questions des populations étudiantes, notamment à travers la question du logement dans différents contextes, aux Pays-Bas, en Suède,
au Royaume-Uni et puis en France. Et je pense que ce qu'a mentionné Kéra dans son introduction était absolument pertinent et crucial pour évoquer un fait que tout le monde est plus ou moins au courant, c'est l'offre limitée de logements étudiants qui existe en France par rapport à la demande qui est extrêmement importante. Et donc on se retrouve à travers le développement de formes via les CAPS, mais via d'autres modalités de colocation et d'habitat partagé. Alors l'habitat partagé pour les populations étudiantes, c'est pas un modèle qui est récent, qui a été popularisé ou du moins romantisé il y a à peu près une vingtaine d'années dans un film qui se tenait à Barcelone notamment. Mais dans le même cas, par exemple... On peut le citer ? Oui, l'auberge espagnole, oui, je n'ai pas Tout de le monde droit a compris, spécifique. Mais on observe également, par exemple, lié à l'offre manquante et du moins suffisante et de qualité de logements étudiants, on observe depuis une trentaine d'années dans les métropoles la fragmentation de logements familiaux qui sont maintenant dédiés à des étudiants. C'est le cas à Lille, ça a été le cas à Paris pendant un moment et c'est le cas dans les grandes villes, Lyon et Marseille notamment. Et donc ça relaie des familles en dehors de la périphérie. On se retrouve avec des ménages étudiants qui sont donc finalement un habitat partagé, mais partagé de façon un peu subie parce que la priorité pour un étudiant, c'est de pouvoir se loger à la rentrée. Et parmi les motivations justifiant ce choix, c'est bien entendu le coût. Le coût et l'emplacement du logement sont des facteurs extrêmement importants. Pardon, deux choses à la fois. Peut-être deuxième élément de question, à travers les propos que l'on vient d'entendre, on a vu comment le travail de recherche qui est effectué par Alage, finalement, pose des questions derrière, pose des questions de société plus larges et fait effectivement de ce champ d'expérimentation un acteur de transformation de la question de l'habiter. On pourrait faire la même remarque pour effectivement cette réflexion sur la jeunesse, sur sa situation, sur ce qu'elle vit, nous incite à questionner et à transformer peut-être les habitudes et les pratiques, à déconstruire peut-être comme on l'a entendu tout à l'heure. Je pense qu'en effet pour la jeunesse, la transformation est évidemment un mot qui qualifie bien cette période, mais également la transition vers l'âge adulte, cette transition vers l'âge adulte qui est accélérée, on va dire facilitée par la question du logement. Et en fait, on pense beaucoup à être, notamment alors ce qui a été évoqué auparavant, auprès des étudiants qui habitent dans l'habitat intergénérationnel, avec le rôle des parents également, qui est extrêmement important. Mais la transition vers l'âge adulte s'opère également à travers un apprentissage à la résidence. C'est-à-dire qu'on ne s'improvise pas être résident, il y a forcément une organisation qui est nécessaire pour gérer un logement et la question de l'habiter également, régler ses factures en termes de consommation, en termes de partage aussi des tâches ménagères. Je pense qu'on va y revenir notamment sur les CAPS et je suis ravi que je suis assis à côté d'une capseuse, elle pourra me reprendre si nécessaire. Et donc évidemment il y a cette question de transformation culturelle aussi, notamment par rapport aux urgences qui existent pour la jeunesse, urgences évidemment climatiques, économiques, et c'est vrai que la façon les jeunes peuvent se retrouver ensemble, quelque part s'unir à travers l'habitat, est quelque chose qui est à la fois positif, mais à la fois subi, lié notamment à des politiques de logement qui ont été assez insuffisantes en direction de la jeunesse. Alors, il y avait un élément justement sur cette notion de résidence sur lequel j'aimerais que vous reveniez. Quand on l'a évoqué, j'étais intéressé par cette notion de proximité physique, qui est un élément important, qui est une forme d'apprentissage importante. Alors, en effet, l'habitat partager des espaces résidentiels, des espaces de vie, c'est pas forcément quelque chose qui s'improvise, parce que ça passe à travers des négociations, des compromis entre le partage de ces espaces communs, le partage de la salle de bain par exemple. C'est quelque chose qui est assez organisé, mais ça peut aussi se transformer en une sorte de ballet finalement, une sorte de chorégraphie où le rôle du corps est extrêmement important. C'est-à-dire en termes de l'occupation de l'espace et également à travers la réalisation de tâches. Alors par exemple, pour le premier témoignage, c'était par exemple on ne cuisine pas ensemble parce
parce qu'on n'a pas forcément les mêmes goûts. Et peut-être pour les populations jeunes avec des régimes alimentaires sensiblement similaires, peut-être que voilà, la question de cuisiner ensemble, de partager des moments ensemble, et puis le développement également de compétences qui sont liées à ces interactions, à ces pratiques entre les habitants et les habitantes, par exemple, c'est des éléments qui sont assez forts. Et c'est vrai que cette circulation même dans le logement, alors c'est quelque chose qui est... qui est inné quelque part. Hein. On occupe un espace dans les colocations et dans l'habitat partagé. C'est des éléments qui sont extrêmement intéressants à observer. Et ce sont des apprentissages, donc l'acquisition de formes de compétences. Acquisition de compétences, acquisition de connaissances, les fameuses soft skills quelque part du bien-être finalement, mais pouvoir respecter l'intimité de l'autre, la vie privée, et puis en même temps ne pas s'isoler dans son espace refuge qui peut être la chambre par exemple dans des colocations étudiantes, et pouvoir respecter le partage et le respect du bien commun et des espaces partagés. Ouais. Il y avait un dernier élément, je crois, qu'on voulait évoquer ensemble, si je n'ai rien oublié. Sur l'aspect écologique. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que c'est d'abord ses propres jeunes générations et est-ce qu'effectivement c'est une dimension importante? Parce qu'on l'a entendu, cette question-là nous percute directement sur ne serait-ce que la question de la sobriété énergétique à laquelle effectivement on va être désormais totalement confronté. On est absolument confronté à cette question de réduire, au moins de limiter et d'adapter nos consommations, aussi bien d'eau, d'électricité, de gaz. Et forcément, en vie en colocation, on partage finalement les factures. Alors j'imagine qu'il y a un système qui s'opère au sein même du ménage de distribution, de répartition de qui règle quelle facture et comment on s'organise. Mais pas tous les habitants sous le même toit consomment de la même façon. Et je reprends l'exemple de la cuisine, par exemple. Moi, je le vois notamment auprès de mes étudiants qui, pour beaucoup, habitent ensemble. Il y a le fameux batch cooking collectif où le dimanche soir, en fait, on prépare les repas de la moitié de la semaine et des repas qui seront partagés au sein même du ménage entre les individus. Et de ce principe-là, finalement, on réduit aussi toutes ces consommations qui peuvent exister au sein même d'un logement. Il y a aussi le besoin, finalement, on sait que la question du foncier a été abordée aussi ce matin, mais il y a l'empreinte humaine sur les sols est un enjeu critique d'aujourd'hui et de demain, et donc pouvoir habiter dans des espaces beaucoup plus réduits, mais dans un habitat partagé entre différents individus, permet vraiment de limiter justement cette empreinte au sol. Donc il y a une vraie perspective écologique dans ce type de pratique, même si je le répète, pour beaucoup c'est quand même un habitat subi. Certains ou certaines préféraient probablement habiter seul. Ok. Ce qui n'est pas le cas des Capsor. C'est-à-dire je pense que ma camarade pourra l'expliquer. Enfant unique, le besoin de sociabiliser, arriver dans une ville loin de son territoire d'origine, c'est très important. L'accès au logement est très difficile pour les jeunes. Et puis voilà, cette notion de donner du temps à la population, à la communauté à travers la fonction même résidentielle, le développement de compétences, développement de connaissances, créer un réseau, tout ça c'est des bienfaits qui sont extrêmement bénéfiques à la fois à la personne et à la fois à la communauté. Merci Alexis, merci pour votre témoignage, merci à tous pour votre témoignage. Je vais vous inviter à rejoindre le public. Je vais demander à Marc de venir me rejoindre. Merci Marc d'être... je vais vous demander de rejoindre le public. Marc, merci de venir nous rejoindre. Juste avant peut-être de tirer quelques petits fils en quelques minutes de ce que vous venez d'entendre à travers votre expertise. Je voudrais juste partager 2 ou 3 questions, mais qui seront à mon avis assez importantes à traiter par la suite pour le collectif. C'est celle de d'abord faire de cette matinée un élément ressource. Et je trouve ça tout à fait intéressant par la suite. Et puis peut-être de s'interroger plus précisément sur le modèle économique. On aurait pu y revenir parce que c'est un élément important de ces innovations. Il faut bien effectivement pouvoir trouver une manière de les développer. On a vu le travail de recherche qui a été fait, de les promouvoir et puis peut-être de les inscrire comme faisant partie du processus. Donc il y aura sans doute un travail à faire. Voilà Marc, première étape de notre réflexion où on était très centré sur les besoins à différents niveaux. Qu'est-ce que ces échanges vous inspirent rapidement? Alors, le micro marche? Le micro marche.
Super, merci de votre invitation. Je vais repartir peut-être du fond. Il y a un psychiatre lyonnais qui s'appelle Jean Furtos qui dit qu'un logement, c'est un rapport à soi, aux autres et au monde, à l'espace. Et ce que je trouve intéressant dans ce qui a été évoqué ce matin, dans les témoignages, c'est la manière de travailler ces trois composantes à travers différentes expériences. Liliane parlait de la présence, et que Manon était d'abord une présence. Et si on revient à l'étymologie des choses, la présence, c'est être près de soi. L'existence, c'est être à l'extérieur de soi. On fait tous partie du réel, mais on est comme un caillou, quoi. Et si on veut passer au stade de l'existence, on a besoin d'être extérieur à soi, de pouvoir se regarder de l'extérieur, et pour ça, on a besoin des autres. Et donc, dans le témoignage de Liliane, ce qu'on a senti, c'est quelque part la délicatesse de cette relation à soi qui passe par l'autre, et finalement aussi chez la personne qui arrive et qui part d'Isère pour arriver à Paris avec son RSA, aussi un regard sur soi, qui est un regard pas stigmatisant et qui est un regard valorisant, parce qu'on sait qu'on arrive quelque part, qui fait du bien. Où on fait du bien. Voilà. Et peut-être que le fil rouge de tous ces témoignages, c'était la délicatesse dans la relation, la délicatesse dans la relation entre Liliane et Manon, la délicatesse dans la relation au voisinage dans le cas de la CAPS, du CAPS, la délicatesse aussi dans la manière d'envisager les situations et les catégories qu'on mobilise. Et je trouve que dans l'expérience de Halage, on a un effort à la fois d'action et de pensée, mais surtout on a un effort de vigilance sur soi, sur ce qu'on pense, cette question de la déconstruction des catégories qu'on mobilise, déconstruire les représentations de la vieillesse pour en faire des vieillesses et qui ne soient pas stigmatisantes. Et on n'est pas réunis par nos difficultés, mais on est réunis par les moyens qu'on trouve d'être autonome. Et je pense que dans l'habitat partagé, il y a cette question que l'autonomie n'est pas de l'indépendance. On n'est jamais tout seul. Moi, je suis très dépendant de ma femme, très dépendant de mes enfants, très dépendant de mes amis. Et on n'est jamais complètement indépendant. Mais on est autonome en relation aux autres. Et peut-être que dans l'expérience d'Halage, on a cette affirmation qui est forte et qui peut, je pense, aussi être une ressource pour l'habitat partagé. Ensuite, on entend toutes les tensions qui pèsent sur l'habitat partagé. Et quand moi, qui suis presque aussi vieux que Claude, j'étais petit, on expliquait la supériorité de notre modèle de société par rapport au modèle soviétique, parce qu'eux étaient obligés de partager des logements, alors que nous, on avait la chance d'avoir chacun le nôtre. Et donc, le partage du logement était vécu comme une assignation, comme un échec et comme une preuve de l'incapacité collective à produire du bien-être. Et donc là, on a un travail à faire pour regarder en face les zones d'assignation. Donc j'entends tout à fait la nécessité écologique d'utiliser moins d'espace et de moins étanchéifier les sols en partageant mieux l'espace. Mais si c'est pour qu'une personne puisse vivre dans une maison de 200 mètres carrés avec sa piscine et son terrain, pendant que 5 autres sont obligés de s'entasser dans 50 mètres carrés à 5, on a un petit problème sur la manière d'envisager l'écologie, et les enjeux de justice sociale qui ont traversé aussi ces échanges me semblent capitales. On ne peut pas valoriser l'habitat partagé si on ne travaille pas la justice sociale, et je crois que là-dessus, sur cet habitat partagé qui marche sur une corde raide entre relation, promiscuité choisie et promiscuité subie, on a sans doute un travail collectif de plaidoyer à mener pour s'assurer qu'on soit le plus possible dans le choisi, le moins possible dans le subi, qu'on produise de la diversité de relations, c'est très bien, mais si on évite d'en faire des formes d'assignation. Donc à ce stade, c'est les premiers éléments qui m'inspirent, et je pense du coup que l'habitat partagé est une réponse à des besoins très profonds d'humanité, dans un moment où on souffre beaucoup de solitude, et l'expérience de la crise sanitaire a montré que parfois on meurt de solitude. Et donc l'habitat partagé est quand même une réponse à quelque chose de très profond dans l'isolement que traversent nos sociétés. Peut-être qu'en matière de politique de l'habitat, il y a quelque chose à retravailler. On voit aussi les besoins de médiation, et il est évoqué dans les CAPS tout le travail préalable, par exemple, pour que ça matche. C'est un peu comme marié au premier regard.
j'adore les émissions intellectuelles. Et donc, on travaille un peu, des experts aident à ce que la colocation fonctionne bien. En tout cas, il y a un besoin de médiation. On a vu qu'il y avait besoin de se rencontrer aussi pour les colocations intergénérationnelles, donc il y a un besoin de médiation. Or, les professionnels de ces médiations, pour l'instant, ne font pas partie des catégories d'action des politiques publiques, en tout cas pas de manière systématique. Et les seules médiations qu'on imagine sont plutôt des médiations du registre de l'accompagnement social pour les personnes en situation d'exclusion. Et donc là, on a peut-être à réinventer, à recomposer le champ de l'accompagnement et des médiations, avec d'un côté des nouvelles fonctions inventées, et d'autres qu'on peut aussi rationaliser. Dans l'exemple qui a été donné par Solia, qui me semble particulièrement intéressant, là aussi beaucoup de délicatesse dans la manière d'envisager la place des jeunes adultes, la place des familles, la manière dont on ne recompose pas finalement une institution médicalisée à l'intérieur du foyer, mais on reconnaît le foyer comme espace d'autodétermination des personnes. On voit aussi qu'il y a un enjeu à mutualiser un certain nombre de services, notamment des services de santé. Pour ceux qui ont pu travailler dans des pensions de famille, par exemple, où moi j'ai eu l'occasion d'intervenir, on voit circuler un infirmier par personne. Donc on voit un balai de 15 infirmiers qui viennent faire des piqûres retard pour des personnes qui sont là. Et c'est un balai continu d'infirmiers qui soignent chacun une personne. Et autant il est important de respecter la liberté de choisir son soignant, autant on a sans doute des enjeux de rationalisation, que ce soit sur l'aide à l'autonomie, que ce soit sur diverses interventions, les éducations de prévention spécialisées, les veilleurs de nuit, etc. On l'a vu. Et peut-être qu'on peut recomposer des relations de médiation, logement, social, santé, en déplaçant et en permettant l'émergence de nouveaux métiers, en rationalisant certains anciens. Et là, il y a peut-être un travail à un niveau national et local d'entrelacement des enjeux santé, social, logement à organiser. Et je pense que la coordination des acteurs présents aujourd'hui peut être un bon vecteur pour stimuler ce travail-là. Et petit mot pour conclure sur la question du logement étudiant. La tension sur le logement étudiant est notamment venue de la fusion des universités, de l'absorption de certaines universités par d'autres et de la stratégie d'attractivité des grandes métropoles notamment. Et qui ont fait exploser le marché du petit logement et abouti à la situation qui était décrite, finalement, d'étudiants en colocation dans des logements familiaux et des familles qui n'ont plus de logement, qui sont obligées de s'éloigner. Et donc, on sent aussi, c'est peut-être un enjeu qu'il faut qu'on arrive à travailler, que cet habitat partagé doit se penser aussi dans des logiques d'aménagement du territoire et qu'on ne peut pas penser que des fonctionnalités à l'intérieur d'un immeuble. On ne peut pas penser non plus qu'à l'échelle du quartier. Il faut qu'on pense aussi à l'interaction entre tous les territoires, les grandes villes, les petites villes, le rural, et comment on pense la question de la relation et des nouvelles formes d'habitat dans l'interaction entre ces différents territoires. Pardon si j'étais un peu long. Non, c'est parfait, Marc, merci. Je t'invite à rejoindre ta place. On te retrouvera dans une petite heure pour un deuxième temps. Voilà, merci vraiment pour ce temps qui certainement donne de la perspective dans la façon dont il va falloir, le collectif va devoir ou va pouvoir orienter les travaux qui seront les siens. On avait un deuxième temps qui a été choisi. On voit bien que le champ est très très large et qu'on ne pouvait pas tout traiter.